Ouais, c'est parti, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous Bonjour. retrouver comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à 18 h pour votre formation de géologie avec Patrick Voileau et moi-même. Nous sommes sur une formation qui a débuté maintenant vendredi dernier. On a fait pas mal de choses depuis le début, notamment les systèmes cristallins, le matériel d'identification des pierres précieuses. On a fait les saphirs, on a commencé à faire le diamant hier. Et on avait parlé du coup de quelques petites choses sur le diamant. Notamment, on avait terminé sur les histoires de certains diamants célèbres et on va continuer aujourd'hui avec Patrick de développer ces histoires. On va faire aussi aujourd'hui donc encore une formation sur le diamant. On va développer un peu les caractéristiques du diamant, continuer les histoires. Et si on a le temps de commencer aujourd'hui, on commencera probablement les 4C. Parce que vous le savez peut-être, pour les personnes qui s'y connaissent un peu en gémologie, les 4C sont les 4 caractéristiques qui définissent un diamant. Voilà, donc on va faire tout ça aujourd'hui, si on a le temps bien évidemment, et on finira comme d'habitude par répondre à vos questions pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long du live auxquelles on pourra répondre, mais il faudra surtout en poser dans le temps imparti à la fin. Voilà, donc on va reprendre. On avait fini hier sur l'histoire du Cullinan, qui est le plus grand diamant brut que l'on ait trouvé, diamant blanc brut qu'on ait trouvé jusqu'à aujourd'hui, qui faisait 3106 carats, ce qui veut dire à peu près 700 grammes. Alors, je vous remonte un peu le brut à quoi il ressemblait. Voilà, donc ça c'était le Cullinan, d'accord, donc le plus gros diamant blanc brut qu'on a retrouvé. Alors je tiens à préciser, c'est une reproduction, hein. Le vrai a déjà été taillé. Voilà. Et sur la couronne de la reine d'Angleterre, le sceptre de la couronne de la reine, et il y en a plusieurs qui ont été taillés aussi à partir de ce bout. Voilà, donc on va continuer papa pour aujourd'hui avec... Voilà, alors, donc le Cullinan, bon, simple petite anecdote pour finir sur le Cullinan, bon, je vous ai raconté toute son histoire, mais vous avez vu qu'il était clivé, voilà. Il était clivé naturellement, c'est-à-dire qu'il était cassé naturellement, et il y a une histoire aussi qui tourne en Afrique du Sud, c'est que l'autre partie aurait été trouvée par un mineur, mais ce mineur s'est pendu avant qu'on retrouve la deuxième partie. Voilà, ça c'était une petite anecdote, mais bon, il y a peut-être un autre morceau de diamant qui est plus gros encore que... Une anecdote qui nous met de bonne humeur pour ce début de live. Et voilà, bon. Donc, je voulais vous parler ensuite d'un diamant qui est relativement célèbre en France, qui s'appelle le Régent. Le Régent, alors là, on a une boîte, attention parce que c'est une boîte très fragile, qui date du début du XXe siècle, qui reproduisait en cristal de Bohème tous les grands diamants de l'époque. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour voir attraper la boîte très rapidement. Voilà. Parce que de loin on voit la boîte par terre. Je ne la mettrai pas par terre. Voilà. Voilà. C'est la reproduction de tous les grands diamants de l'époque, une grande partie des grands diamants de l'époque. Voilà. Hop. Voilà. Je reviens. Bon. Bref. Donc, le Régent, que voilà, hein, je vais te la passer. Il ne faut pas partir non plus. Tout à fait. C'est une reproduction. Je vous le montre. Mais qui a un peu de valeur. Voilà. Donc ce Régent, il a été trouvé en Inde, à Golconde. Et en réalité, le mineur qui l'a trouvé l'a caché et a payé son évasion au capitaine du bateau qui l'emmenait, qui en fin de compte a été très sympathique puisqu'il l'a tué, et il a pris le diamant et il a assassiné ce pauvre homme. Et le capitaine l'a vendu à une personne qui s'appelait Thomas Pitt. Et il l'a vendu à l'époque pour 1000 livres. Et lui-même, le capitaine du bateau, s'est pendu aussi. Voilà. Donc c'est pour vous dire, et je vous disais hier qu'en réalité les petits diamants portaient bonheur, mais les gros diamants ont tous des histoires très sulfuriques. Et ce diamant est arrivé à Londres, il faisait 410 carats bruts. Il a été taillé en coussin, comme vous pouvez le voir là. Hein. Ces coussins, c'est une forme relativement ancienne et un peu carrée et fastée. Et donc, il est arrivé à Londres et il était proposé d'abord à Louis XIV, qui n'en a pas voulu, qui n'a pas voulu l'acheter. Louis XIV, on verra après sur les diamants de couleur, avait déjà acheté moult et moult diamants pour la couronne de France. Il adorait les pierres. Un personnage dont on vous parlera, qui s'appelait Jean-Baptiste Tavernier, et on fera peut-être même un sujet spécifique sur lui, qui était un peu un courtier du roi Louis XIV. Et en fin de compte, qui l'a acheté? C'est le Régent, le duc d'Orléans, qui a acheté cette pierre avec un peu de réticence, qu'il avait peur il l'a payé très cher, et il avait peur qu'on
lui disent que acheter une pierre comme ça, c'était complètement déraisonnable. Et il fut baptisé à partir de ce moment-là le régent. Il a été porté par Louis XV à son sacrement en 1722 et il a été vodelé pendant la Révolution, hein, dans le garde-meuble qui se trouvait sur la place de la Concorde, à l'actuelle place du ministère de la Marine. Et donc en 1791, il a été volé. On l'estimait à 12 millions de francs à l'époque, ce qui était déjà une somme à l'époque considérable. Beaucoup de pierres ont disparu et je vous raconterai l'histoire d'un diamant de couleur, mais au moment des diamants de couleur, que lui on n'a pas retrouvé tout de suite, mais on a reçu une lettre anonyme qui disait que ce diamant était caché dans les fossés de l'allée des Veuves, sur les Champs-Élysées à l'époque, c'était une allée, et on a retrouvé ce diamant. Ensuite, il a été mis sur l'épée de Napoléon, et ce même Napoléon l'a gagé pour 4 millions de francs à un banquier berlinois pour financer les guerres de la Révolution. Alors, pendant la dernière guerre, en 1940, il a redisparu et il a été caché au château de Chambord. Et lorsque les Allemands ont quitté la France, il est revenu. Aujourd'hui, il se trouve au musée du Louvre. Voilà. Ça, c'est pour ce diamant célèbre et un des seuls restes des grands joyaux de la couronne de France. On a d'autres diamants comme le Centenary. Alors, le Centenary, c'est un diamant beaucoup moins ancien, mais qui a été trouvé le 17 juillet 1986. Et c'était un diamant brut de 599 carats et il fait 317 carats 40 taillés. Il est intéressant, pourquoi? Parce que, bien sûr, la De Beers l'a fait tailler pour son centenaire. Et c'est un personnage que j'ai eu la chance de connaître qui s'appelle Gabi Tolkowski, qui est le neveu de l'homme qui a inventé la taille brillant. Et ce Gabi Tolkowski, qui est un vieux monsieur, a taillé les plus gros diamants du XXe siècle. Quand il a taillé ce diamant, il était en Afrique du Sud et il a mis 3 ans pour le tailler. Et au bout de 3 ans, bon, vous verrez l'histoire, on l'a reconstitué dans le trésor de la reine d'Angleterre pour montrer comment tailler un gros diamant. Il a fabriqué des objets spéciaux pour tailler ce diamant, parce qu'il ne voulait pas le couper au laser. Il a usé le diamant, il a inventé une forme de taille. Voilà le brut. Vous voyez, et en fin de compte, il a perdu assez peu de matière. Il appelle ça une taille turban. Il a perdu assez peu de matière en taillant cette pierre. Voilà. Il a perdu quoi, à peu près 30% de matière, c'était ça? Il est passé de 599 à 317,40 carats. Ça c'était à l'état brut et ça c'est quand il a taillé après. Voilà, okay, bah, donc généralement, quand on taille une pierre, au minimum, on perd 60% de matière. Et là, je n'ai pas fait le calcul exact, mais il a perdu un peu moins de 50% de matière, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et au bout de 2 ans et demi, les directeurs de la De Beers sont allés le voir, ils lui ont dit « Bon, quand est-ce que vous avez terminé de tailler ce diamant ?» Et comme c'était un personnage assez incroyable, il disait « Le diamant ne veut plus que je le taille. » Et en fin de compte, il a pris ce diamant et il l'a posé par terre, il a fait venir tous les enfants des gens qui travaillaient avec lui. Et les enfants ont regardé le diamant et il leur a dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Il y a une petite fille qui s'est mise à rire. Et alors là, il était désespéré. Il s'est dit « Elle se moque de la taille que j'ai fait, etc. » Et la petite fille lui a dit « Non, non, en réalité, le diamant me sourit. » Et c'est vrai qu'il ressemble à un sourire. Et là, Gabi Tolkowski, qui est vraiment un personnage incroyable, a dit le diamant a bien voulu que je termine de le tailler, il a fini de le tailler, et les directeurs de la De Beers étaient plutôt contents. Si vous voulez voir du coup la façon dont il a taillé, papa a fait un film sur les trésors de la reine d'Angleterre, et dans ce film qui est sur YouTube gratuitement, je vous invite à aller le voir sur notre chaîne YouTube, il montre Gabi Tolkowski comment il a taillé, le fait qu'il ait dû inventer des outils, ouais, qu'il ait dû changer de nom, qu'il ait dû se cacher parce que les gens le cherchaient, parce qu'il avait une pierre. Ouais. Aussi. Et la De Beers nous a donné les images de la taille, c'est-à-dire qu'on a des images originales du moment où il l'a taillé.
Donc c'est assez intéressant pour ceux que ça intéresse. On a l'Orloff aussi, qui est un diamant célèbre, qu'on retrouve sur le sceptre des tsars. Pourquoi il s'appelle Orloff? Parce que c'est le comte Orloff, on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait payé, mais qui était l'amant de la Grande Catherine. Et la Grande Catherine l'avait délaissé pour aller avec Potemkin. Et en réalité, Orloff, en lui proposant ce diamant, pensait regagner son amour. En fin de compte, elle a accepté le diamant, mais elle l'a pas repris Orloff. Voilà. C'est incroyable parce que sur l'Orloff, il y a un petit entaille. Il y a une entaille, oui. Il y a une entaille sur l'Orloff. Pendant très longtemps, on a pensé il y a un diamant, un gros diamant, qui s'appelle le Grand Mogol, qui a été perdu au XVIIIe siècle. On ne sait pas où il est. Enfin bref, tout le monde, enfin beaucoup de gens ne savent pas, mais bref, on pensait que, je vous en dirai plus prochainement, on pensait que ce Grand Mogol avait été retaillé en Orloff, mais moi j'ai quelques éléments qui me permettent de dire que le Grand Mogol n'est pas l'Orloff. Voilà. On a un autre diamant très célèbre dont je ne peux pas qui ne peut pas passer inaperçu, qui est le Koh-i-Noor. Le Koh-i-Noor a une histoire rocambolesque qui est vraiment tragique. En réalité, Nadir Shah, qui était le Shah de Perse, qui s'était fait voler une partie de son trésor par les grands Moghols, qui régnaient sur l'Inde, a envoyé plusieurs fois des émissaires au Grand Moghol pour lui demander de lui rendre son trésor. Bien évidemment, à chaque fois, il ne revenait que la tête des émissaires. Donc Nadir Shah décida de monter une armée et marcha sur Delhi en traversant l'actuel Afghanistan, Tadjikistan, etc. Et il gagnait la bataille contre le Grand Moghol. Le Grand Moghol s'appelait Muhammad Shah, en signe de réconciliation, voilà le Grand Moghol, hein, à l'époque, en signe de réconciliation, demanda à Nadir Shah d'assister à un grand banquet, etc. Et une concubine de Muhammad Shah, du Grand Moghol, vint dire à Nadir Shah, qui n'avait pas trouvé ce diamant, qui à l'époque était considéré comme une pierre extrêmement chère et extrêmement incroyable, elle lui dit « le diamant est caché dans le turban du Grand Moghol ». Donc Nadir Shah, qui était le vainqueur de cette guerre, en signe de réconciliation à la fin du repas, dit à Muhammad Shah « nous allons échanger nos coiffes ». Donc Muhammad Shah est obligé d'échanger sa coiffe. Alors qu'il avait caché le diamant dans sa coiffe. Et donc, il sortit précipitamment du dîner et alla dérouler le turban. Le diamant tomba, et c'est à ce moment-là qu'on l'appela Koh-i-Noor, puisqu'il l'appela, et il dit aux montagnes de lumière quand le diamant tombait, c'est-à-dire au Koh-i-Noor. Et donc le diamant garda ce nom. Bon, le diamant passa de main en main, enfin resta avec Nadir Shah que ses généraux tuèrent peu de temps après, enfin quelques années après. Et puis le diamant passa de main en main et arriva sur le lion du Pendjab, qui s'appelait Rajit Singh, et fut exposé dans le fort de Lahore. Puis il était sur un brassard ensuite, et en fin de compte la Compagnie des Indes le récupéra et en fit cadeau en 1877 à la reine Victoria, qui l'exposa au Crystal Palace. Personne ne le trouva extraordinaire parce que c'était une taille rose, etc. Il brillait assez peu. Donc elle décida de le faire retailler en perdant énormément de matière, mais maintenant il brille énormément. Et il fut mis sur la couronne de la reine-mère. Et Victoria mit, paraît-il dans son testament, que ce diamant ne devait jamais être porté par un homme car il avait une action maléfique pour les hommes, et que d'autre part, il ne quitterait jamais le trésor d'Angleterre. Si vous regardez le trésor d'Angleterre, vous verrez l'original, et vous verrez l'ambassadrice du Pakistan, puisque le Pakistan et l'Inde réclament encore ce diamant, le réclamaient en direct dans le documentaire. Donc ils ont tenu de ça à ça?
Ouais. Il est passé j'ai les tailles de 186 carats 186 à 108 carats 93. 186 et voilà, donc ils ont perdu à peu près 80 carats. Voilà, sur une pierre qui était déjà taillée. Et enfin, je veux vous parler d'un autre diamant que j'ai eu la chance d'identifier, qu'un ami m'a montré. C'est celui-là. Voilà, il avait racheté ce diamant à un Indien. Je sais pas si on voit peut-être pas très bien sur la vidéo. Voilà, c'est un diamant assez exceptionnel qui fait 120 carats, qui est complètement pur et qui est de la meilleure couleur. Et en réalité, c'est un diamant historique qui s'appelle le Nizam. Voilà. Et on l'a identifié et qui vaut une fortune actuellement. Voilà. Donc, j'en ai fini pour mes histoires. Il y en a encore plein à raconter, mais bon, voilà, on va s'arrêter là pour les histoires de diamants. On a fait les principaux diamants. Donc voilà, donc pour vous rappeler un peu pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui c'est la troisième partie du diamant, la deuxième partie sur la formation du diamant. Donc voilà, Patrick, papa vient de nous raconter un peu toutes les histoires. Quelques histoires de la plupart des diamants célèbres, donc comme le Centenary, le Koh-i-Noor, le Régent, et donc du coup voilà, donc des histoires plus ou moins incroyables, d'ailleurs quasiment toutes incroyables. Absolument. Ces diamants célèbres. Et du coup aujourd'hui on va donc continuer notre formation, donc des choses un peu plus techniques, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude on va rester très très bref sur la technique et on va essayer de vous donner les notions basiques et principales à retenir. On va donc voir les caractéristiques un peu de ce diamant. Donc voilà, à commencer donc par son système cristallin. Voilà, oui. Mais comme on vous l'a peut-être déjà dit, le diamant et son système cristallin est cubique. C'est-à-dire c'est un cube et en réalité sa chimie c'est du carbone pur. Carbone pur cristallisé. Parce que si vous prenez du carbone, du graphite par exemple, bon, il sera d'une part pas dur parce qu'il n'a pas cette structure cristalline, et il sera plutôt noir. Alors, c'est cubique, mais un dérivé du cube, c'est l'octaèdre. Alors là, je vous ai pris ce minéral, c'est de la fluorite en réalité. C'est du fluorure de calcium, mais qui cristallise dans le système cubique comme le diamant. Et le dérivé du cube, c'est un octaèdre. Donc vous avez cette espèce d'octaèdre, et la plupart des diamants se trouvent sous cette forme. Cubique comme ça, là, mais on les trouve sous d'autres formes cristallines, mais assez souvent sous cette forme-là. Ce qui est bien avec papa, c'est que dans sa collection, il a quand même pas mal de pierres qui nous permettent de bien voir voilà, le système cristallin. Celle-là est quand même plutôt assez grosse, donc on voit bien que c'est un octaèdre. Un octaèdre sur deux pyramides positionnées par leur base. C'est toujours pratique. Alors, la densité du diamant, elle est de 3,52. On en a parlé au début de la densité, parce que c'est un critère qui permet de le reconnaître. Pour vous donner une idée, l'émeraude est moins dense. Le spinel, lui, est plus dense. L'émeraude fait 2,74. Le spinel, dont on parlera après, je vous en ai un peu parlé au départ, ce qu'on appelait les rubis balais, qu'on confondait avec le rubis à une certaine époque, fait aux alentours de 4, parce que c'est un peu variable en fonction des spinels. Et le saphir de rubis est à peu près à 3,93. Donc, le diamant est beaucoup plus dense, ce qui fait que si vous prenez un saphir ou un rubis, une pierre du même poids sera plus grosse. Tout à fait. C'est important de le savoir, parce que quand vous allez voir une bague, un diamant d'un carat sera plus petit qu'un saphir ou un rubis en taille. Hein. La densité, c'est un peu le rapport entre le poids et le volume. Absolument. Voilà. Alors, on avait parlé de la dureté de ce diamant. Ça n'a pas changé depuis hier ou avant-hier, c'est toujours 10. C'est-à-dire c'est la matière la plus dure qu'on ait sur cette planète. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas confondre résistance et dureté. Je vous le dis parce qu'il faut toujours faire attention à vos bagues si vous avez des diamants dessus, à vos bijoux, etc.
L'indice de réfraction, on a vu le réfractomètre, il est de 2,439 en moyenne, hein, toujours. Mais le diamant a un pouvoir réflecteur. Là, c'est pas la réfraction, c'est de réflexion très élevé. C'est-à-dire que quand vous allez regarder un diamant, il va briller de 1000 feux. C'est-à-dire que vous allez avoir le rayon lumineux qui va rentrer dans le diamant. Est-ce qu'il y a mon truc là? Ça, c'est pas un diamant, c'est de l'oxyde de zirconium. Mais vous allez avoir une réflexion très importante parce que le rayon va se refléter sur chaque facette un petit peu comme sur des miroirs. Voilà. D'ailleurs, il y a une possibilité de voir de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui portent des grosses pierres blanches, on peut penser que c'est un diamant. Si vous regardez un peu de biais, normalement sur des tailles brillantes, c'est-à-dire 52 facettes, souvent rondes, bon, ça peut être 57 facettes, oui, souvent rondes, le rayon lumineux rentre dans la pierre et les angles sont déterminés pour que, quand le rayon lumineux rentre, il se reflète sur chaque facette comme sur un miroir et ressorte par la même face que celle que vous avez vue. Donc si la pierre n'est pas un diamant, soit si c'est de l'oxyde de zirconium, vous allez voir beaucoup de feux de toutes les couleurs que vous n'avez pas dans le diamant, vous en avez un petit peu mais pas, c'est-à-dire que les facettes vont être rouges, bleues, vertes, ou alors vous avez un indice de réflexion très inférieur, et là, quand vous regardez en biais, vous allez voir le rayon lumineux qui va sortir par une face, du dessous ou du côté, donc vous allez voir un triangle noir. C'est une manière un petit peu rapide de voir si la pierre est une vraie pierre ou si c'est une autre pierre qu'un diamant. Alors, la biréfringence, c'est-à-dire, on a vu que dans les éléments physiques, une fois qu'avec le réfractomètre, les pierres cubiques comme ça et les pierres amorphes ne s'allumaient pas. Bon, c'est pas vrai pour le diamant. Et c'est dû à des tensions internes de la pierre. C'est-à-dire que le diamant, lui, va se rallumer. Mais c'est dû au fait qu'il y a de fortes pressions et de fortes tensions dans la pierre. La fluorescence. Vous avez des diamants fluorescents. Alors, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi un diamant fluorescent à qualité égale de couleur? On va voir après. Fluorescent, en fait, ça veut dire que quand on le met sous la lampe UV, il va briller. Voilà, par exemple, en boîte. Il va devenir bleu. Il va devenir bleu, voilà. Bleu, et il va devenir. Vous allez avoir dans la pierre comme une lumière bleue qui va s'installer dans la pierre. Généralement, on regarde ça dans une boîte un peu noire. C'est une lumière bleue, hein, une lumière ultraviolette. Vous mettez la pierre et la pierre va devenir très bleue. Alors, vous en avez qui sont fluorescents, d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, dans les qualités supérieures, auront plus de valeur que les diamants fluorescents. On verra après les différents degrés de couleur, mais on peut d'ores et déjà dire que de la lettre D, qui est la meilleure couleur, jusqu'à la lettre H, sur les lettres de l'alphabet, ça va faire baisser sa valeur. Parce qu'en général, quand vous regardez un diamant fluorescent à la lumière du jour, comme la lumière, il y a une certaine fluorescence dans la lumière du jour, il va toujours paraître plus beau que ce qu'il est. Donc, sa valeur va diminuer un peu parce qu'on aura l'impression que vous allez avoir un D alors que ça sera un E, donc son prix diminuera un peu. Ses propriétés thermiques. Alors ça, c'est très important, ces propriétés thermiques, parce que le diamant est un très très bon conducteur thermique. Et ce qui a permis d'inventer ce petit appareil qui permet de déterminer si le diamant est vrai ou faux, parce qu'il a une conductivité très particulière. Voilà. Au départ, il y a eu pas mal d'imitations du diamant, et ça on le verra dans les imitations, comme la moissonnite, qu'on pouvait confondre avec les testeurs au départ diamant. Et ils ont réussi à affiner de façon à ce qu'on ne confonde plus avec la moissonnite. Mais encore une fois, ça ne vous permet pas de voir si le diamant est synthétique ou vrai. Parce que quand on parle d'un synthétique,
on a la même structure chimique à l'intérieur, c'est-à-dire du carbone pur, et donc cet appareil ne marchera pas. Donc celui-là, il vous permet de calculer la conductivité de la pierre. D'ailleurs, le diamant absorbe tellement vite la chaleur que quand vous le mettez sur la joue, il est froid, parce qu'il a absorbé très vite cette chaleur. On a aussi les propriétés électriques. Alors le diamant est un très bon isolant électrique. Hein, ça ne sert pas à grand chose, mais en tout cas, il faut le savoir. Parce qu'on ne sert pas tellement d'isolant électrique comme diamant. Mais sauf les diamants qui contiennent du bore, et certains diamants contiennent du bore, qui eux ne sont pas isolants électriques, et les diamants noirs, on les verra dans les diamants de couleur, les diamants noirs qui sont arrivés très nettement à la mode grâce à un joaillier qui s'appelle de Grisogono, qui a permis de développer ce diamant noir et qui a fait énormément monter les prix, parce qu'en réalité le carbone, le diamant est noir parce qu'il y a énormément d'inclusion de carbone noir dedans. Et ce carbone est conducteur électrique. Et puis une dernière propriété du diamant, c'est une propriété de surface. Quand vous mouillez un diamant, l'eau ne reste pas dessus. L'eau part immédiatement. On n'arrive pas à mouiller un diamant. On m'a souvent posé la question, quand on prend un briquet et qu'on allume sur un diamant, ça fait rien? Oui, d'accord. Non, si la chaleur n'est pas suffisante, on ne peut pas brûler le diamant. Non. Mais alors, pourquoi ce côté eau qui ne stagne pas sur le diamant est intéressante? C'est parce que justement, on utilise dans les mines, pour collecter les diamants, quand on fait passer sur un tapis, on met de l'huile dessus et le diamant va se coller à l'huile, alors que les autres pierres, les autres déchets ne vont pas se coller. Donc, très souvent dans les mines, notamment dans la mine premier, moi j'ai vu ça, un tapis avec de l'huile et les gravats qui tombent dessus, et à la fin il ne reste plus que les diamants, et les gens, pour ne pas les voler, passent les mains dans des espèces de gants qui sont attachés à une paroi, avec une paroi vitrée, et ramassent les diamants et les mettent dans un réceptacle. Voilà. Et ça, je ne sais pas si on l'a dit, mais par exemple pour tailler un diamant, du coup, vu qu'il faut une matière plus dure ou tout aussi dure, du coup on utilise donc le diamant pour tailler le diamant. Absolument. Pendant très longtemps, jusqu'au 15e siècle environ, on n'a pas su du tout tailler les diamants, on les clivait. Comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, il y a des zones dans la cristallisation du diamant de fragilité, et ces zones de fragilité, c'est le travail de ce qu'on appelle le cleaver. Il y en a de moins en moins, parce que maintenant, très souvent, les diamants, on les coupe au laser, mais jusqu'au XXe siècle, même dans la deuxième partie du XXe siècle, on clivait encore les diamants, on trouvait la zone de fragilité, on mettait une lame aigrisée dessus, sur le diamant, et on donnait un coup, et le diamant se fondait en deux. C'est en réalité ce qui s'est passé naturellement pour le culinane, c'est-à-dire qu'on a généralement une face complètement plane de clivage, et après ça permet de tailler. Alors ce qu'on faisait, c'est que au Moyen-Âge, vous voyez, justement, là ce cristal a été clivé parce que la fluorite est très fragile et se clive très facilement. Hein. On coupait, on clivait la pointe, on clivait les angles, ce qui fait, ça faisait une pierre pratiquement déjà taillée, et on la montait comme ça. Je vais vous montrer la forme de clivage du coup. Voilà, hop. C'est clivé parce que la partie au-dessus là, vous voyez, est complètement plate. Je peux mettre mon doigt, là au-dessus c'est complètement plat, alors que l'autre partie c'est vraiment pointu. Voilà, donc là il était clivé ici. Hop. Alors en général, les diamants taille brillant ronds sont les plus chers. Pourquoi? Parce que ce sont les plus demandés, mais sont aussi ceux qu'on taille le plus souvent, parce que si vous regardez bien, on peut pratiquement en tailler deux dans une pierre comme ça. Si on la coupe au milieu, on peut tailler une pierre ronde avec une culasse en bas comme ça, et une autre en dessous. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Eh bien... Non, mais c'est parfait. Nous arrivons donc au moment des questions. Donc allez-y, posez-nous des questions. Alors sachez que du coup, demain,
On continuera donc le cours sur le diamant, la formation avec les 4C, et, je pense qu'on fera que sur les 4C parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire plus. Donc là je vous encourage à nous poser des questions maintenant si vous avez des questions sur le diamant, auxquelles on peut vous répondre maintenant sur ce qu'on vous a dit aujourd'hui ou sur... Si on s'est renseigné quand même sur le D. Tout à fait. Hein, sur le D, alors il y a deux écoles, D comme diamant en français ou en anglais, diamond. Hein, voilà. Et il y a aussi le fait que c'est le GIA qui a donné cette classification, mais on verra demain cette classification d'une manière plus claire, où d'autres laboratoires, d'autres gens ont donné une classification avec A, en commençant par le A, et ils voulaient se délimiter, ils ont commencé par D. Voilà. Voilà, donc là on a des questions, je vais venir lire les questions tout de suite. Alors, comment peut-on différencier un vrai diamant d'un faux diamant à l'œil nu? C'est impossible. Un vrai d'un faux, enfin en tout cas, une synthèse. Bah non, mais j'ai expliqué un vrai d'un faux. J'ai expliqué, on voit un triangle, ça on peut le voir. Ça dépend si c'est de l'oxyde de zirconium, ça brille beaucoup plus. Si on voit ce triangle, si c'est du cristal de roche ou je sais pas une autre pierre, de la topaze, etc., on va voir le rayon qui sort par une face, donc on va voir une face plus noire. C'est un des éléments qui permet de voir que c'est pas un diamant, que c'est une pierre blanche taillée, parce qu'elle va avoir beaucoup moins de... Mais alors après, on ne peut pas déterminer à l'œil nu un synthétique d'un vrai. Alors, à ce qui paraissait, il y avait 360 nuances de couleur de diamant. Est-ce qu'il y en a plus? Ou est-ce qu'il y a toujours 360 nuances de couleur de diamant? Il y en a vraisemblablement plus parce qu'on a trouvé des diamants mauves, des diamants... donc... Ils ont trouvé d'autres nuances de couleurs. Voilà, les nuances de couleurs ont évolué entre-temps. Ensuite, alors on me demande qu'est-ce que c'est que le GIA. Très bonne question pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc le GIA, c'est une école et c'est un laboratoire de gémologie qui est basé à Londres, aux États-Unis, à Bangkok. Qui est américain. Qui est américain. Et qui délivre du coup des certificats pour les pierres précieuses pour donner l'authenticité des pierres précieuses. Et c'est un des laboratoires qui est un des référents. En tout cas. Pour le diamant, c'est une référence, avec le HRD qui se trouve en Belgique. Oui, pour le diamant, c'est une référence. Après, nous verrons, on fera quelque chose sur les laboratoires, mais pour les pierres de couleur, il y a le GRS, il y a Gublin, etc., etc., etc. Il y a d'autres laboratoires pour les pierres de couleur, le GIA étant un très bon laboratoire pour les pierres de couleur aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait parler du processus de Kimberley? Y a-t-il un équivalent pour les pierres de couleur? Du processus de Kimberley? Bah, non, mais c'est pour tous les diamants. Pour les pierres de couleur, non. Ouais, pour les autres pierres, c'est pour les diamants. Processus de Kimberley. D'ailleurs, bon, on pourra en parler, mais c'est très relatif, c'est vraiment pour rassurer les gens. Hein. Alors, les nombreuses inclusions minorent la valeur du diamant, du coup, le diamant noir est un coup de génie marketing. Oui et non. Bon, les beaux diamants noirs, c'est pareil, c'est relativement rare. Mais on verra sur les diamants de couleur que les diamants de couleur, il y a 30 ou 40 ans, ça valait peanuts. Et en réalité, là, les prix sont montés d'une manière complètement incroyable. Là, on a un diamant brut gris qui valait pas grand-chose il y a 20 ans et qui vaut certainement 10 fois son prix aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est en partie un coup de marketing, mais en fin de compte, la rareté des pierres et la manière de faire connaître les pierres font partie des coûts de marketing et les prix font partie des coûts de marketing aussi. C'est-à-dire qu'un joaillier, si un joaillier se met connu, se met à vendre des bijoux avec, je sais pas, des saphirs mauves par exemple, le saphir mauve étant plus rare que le bleu, le prix des saphirs mauves va augmenter, obligatoirement. Alors, les diamants actuellement sont-ils taillés au laser? Alors, ils sont coupés au laser, ça je sais, clivés au laser. Oui, mais taillés au laser, non, ils ne sont pas taillés au laser. Pas taillés parce que ça brûle la pierre, en réalité. Donc ça risque de l'abîmer. Ensuite, peut-on trouver des inclusions dans un diamant? Tout à fait. Oui. Ouais, on l'a dit. Bah, d'ailleurs, la pierre, et on fera certainement quelque chose sur cette pierre, le zircon. Hein. J'ai entendu récemment quelqu'un dire que le zircon était synthétique, bravo.
c'est complètement faux. L'oxyde de zirconium est synthétique, mais pas le zircon. Le zircon, c'est une vraie pierre, hein. Le zircon, c'est une vraie pierre naturelle. Alors, l'oxyde de zirconium, comme on le dit, c'est un oxyde. Le zircon, c'est un silicate de zirconium. C'est une pierre très belle, hein, et qui devrait changer de nom parce que justement, on la confond tout le temps avec le zircon et avec l'oxyde de zirconium. Et en réalité, le zircon, c'est la pierre la plus vieille qui est sur cette planète. Le diamant, certains diamants ont 2 milliards d'années. Et on trouve dans certains diamants des inclusions de zircon, ce qui veut dire qu'il est plus vieux que le diamant. Ensuite... On trouve aussi des inclusions de grenat et d'autres pierres dans des diamants un peu plus récents. Je vois pas mal de questions sur les diamants de synthèse. Sachez qu'on va en parler. On va en parler des diamants de synthèse. Il ne faut pas nous l'énerver tout de suite, mon père, s'il vous plaît. Voilà, on va faire un sujet dessus. Mais voilà. Quelles sont les questions? Non, on va pas répondre tout de suite sur le diamant de synthèse parce que ça l'énerve un peu. Donc on va bien préparer le sujet pour pouvoir vous répondre de façon claire, nette, précise, sans s'énerver. La meilleure école de gémologie en France, actuellement? Écoutez, ça fait longtemps que j'ai peu de relations avec eux, mais l'école la plus connue, c'est l'ING. Hein. Donc, je pense qu'au niveau de la dispensation des cours, ils sont toujours à peu près identiques à ce qu'ils étaient. Voilà, je pense que c'est une école intéressante. Mais il y a d'autres écoles qui sont intéressantes aussi, qui sont plus petites et qui dispensent des cours très intéressants. Alors, y a-t-il des diamants au Sri Lanka? Alors ça doit être quelqu'un que je connais, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de diamants au Sri Lanka. À chaque fois, on me demande de ramener des diamants du Sri Lanka, il n'y en a pas. Ensuite, pouvez-vous y raser un? J'ai fait tac. Est-ce que les diamants de couleur passent au feu? Alors ça, on a déjà répondu, au feu, on peut voler, mais ça ne changera rien. Non, évitez quand même de mettre vos diamants dans le feu ou de vous amuser avec un briquet sur vos diamants, quoi. Normalement, ça ne vole pas. Alors, on demande, est-ce qu'un diamant de 2,5 carats, c'est mieux qu'un diamant de 2,53 carats? C'est la même chose. Est-ce que 2,5 c'est mieux que 2,53? 2,53 c'est moins bien que 2,54 si c'est de la même qualité, que 2,55, etc. Ça changerait un niveau d'éclat. C'est intéressant. Pas... Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diamant, ce qui est plus intéressant, c'est en fonction, et on va voir ça demain dans les 4C, c'est vous avez la pureté, la couleur, la forme de la taille et le poids. Bon, donc ça, ces critères-là, pour un diamant identique sur tous ces critères, s'il est un peu plus gros, il est plus cher. Voilà. Alors, y a-t-il des diamants au Mozambique? Je pense pas. Qu'il y a des diamants au Mozambique. Il y a des diamants au Mozambique, non. Tac. Ensuite, sont-ils aussi des diamants les petits qui accompagnent les pièces importantes? Sont aussi un, ça c'est pas une question. Ensuite, on sait, il y a peut-être quelques pierres anecdotiques qui ont été trouvées, parce que souvent dans les pays d'Afrique, on cherche les pierres spécifiquement, et puis après ils finissent par trouver d'autres pierres, etc. Je prends l'exemple de l'Éthiopie par exemple, on a commencé par trouver des opales, après on a trouvé des émeraudes, après on a trouvé, récemment, on a trouvé des saphirs, etc. Donc tout cela n'est pas figé. Voilà. Est-ce que le clivage est généralement effectué par le diamantaire ou est-ce que ce sont deux métiers bien différents? Alors, il existe des cliveurs aussi. Il y a des cliveurs, ce sont des métiers différents en réalité. Enfin, c'était des métiers différents, aujourd'hui on trouve dans les mêmes, chez les mêmes diamantaires des gens qui font toutes les étapes, mais cleaver c'est un vrai métier. Quand je vous ai raconté l'histoire du Cullinan, je veux dire, quand vous avez un gros diamant à cliver ou à travailler, il faut vraiment être un spécialiste et savoir ce qu'on va faire avec, quoi. Ensuite, existe-t-il des faux certificats GIA? Alors, si c'est des faux, en tout cas, c'est... il existe des faux billets, des fausses montres, des faux en tout, hein. Alors après, c'est très simple, hein. Quand vous avez un certificat, il y a un numéro dessus.
Donc si vous appelez le laboratoire ou si vous envoyez un mail au laboratoire en lui demandant à quoi correspond le certificat, normalement il vous répond. Et même maintenant, je sais qu'ils marquent les diamants, ils inscrivent au laser en tout petit sur le rondiste, c'est-à-dire sur la partie qui sépare le haut et le bas du diamant, ils inscrivent le numéro du certificat. Voilà, pour que ça corresponde, le certificat corresponde avec le diamant. Du coup, quelle différence entre le clivage et une coupe et la coupe? Bah, on s'amuse à couper au laser, on s'amuse pas à couper avec une scie un diamant, hein. Ça mettrait un certain temps, hein, parce que c'est vraiment une matière très très dure. Alors, faut-il une habilitation pour tailler des diamants? Alors, c'est pas une habilitation qu'il faut, hein, c'est d'expérience et, Bah, oui. et c'est un métier, hein, faut pas s'amuser à tailler du diamant. C'est un vrai métier. En tout cas, personne ne vous confiera des diamants si vous n'avez même pas. N'importe quelle pierre, c'est un vrai métier de savoir tailler une pierre, que ce soit des pierres de couleur ou des diamants. C'est évident. Bon, moi j'ai appris avec un vieux copain à tailler les pierres parce que je voulais savoir comment on faisait et un truc. Mais même aujourd'hui, je veux dire, comme je ne pratique pas, c'est un petit peu comme jouer du piano, hein. Si vous ne pratiquez pas, ça se perd. Et donc, bon, on ne peut pas s'amuser à tailler des pierres si on ne pratique pas régulièrement. Encore une fois, pour les diamants de laboratoire ou les diamants de synthèse, on en parlera dans un sujet précis. Là, on ne va pas en parler tout de suite. Peut-on acheter une copie du Cullinan? Je ne sais pas. Oui, vraisemblablement. Enfin, je ne sais pas, non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce modèle-là. J'ai fait quelques copies en plexi, mais bon, il n'y a pas énormément de gens qui ont ce modèle. Il y en a assez peu qui ont été faits au début du XXe. Est-ce qu'on va faire un cours sur l'Egmarine? Probablement. Ben oui, bien probablement. Sûr. Bien sûr. Papa aime beaucoup l'Egmarine. Lapidaire et cleaver, quelle est la différence? Quelle est la différence entre un lapidaire et un cleaver? Le lapidaire, alors déjà, c'est pas le lapidaire qui taille le diamant, c'est le diamantaire. Et la différence entre quelqu'un qui... Donc un diamantaire et un cleaver, le cleaver va donc cliver la pierre, c'est-à-dire cliver le diamant, donc la couper en quelque sorte. Et alors que celui qui va tailler le lapidaire, celui qui va tailler la pierre, c'est celui qui... Enfin le lapidaire, c'est celui qui va la tailler. En réalité, on ne clive que le diamant. C'est-à-dire on s'amuse rarement à cliver d'autres pierres. Parce que les autres pierres, on peut justement les couper avec des scies à diamant. Et ça se coupe assez bien. Donc le lapidaire, c'est vraiment quelqu'un qui taille les pierres de couleur. Donc les pierres de couleur, on ne les clive pas. Voilà. Le diamant, on le clivait. Aujourd'hui, on le coupe au laser. Mais on le clivait et c'était le diamantaire qui taillait les pierres qui étaient clivées. Voilà. Non, demain soir, c'est pas la dernière séance. On reviendra lundi. On fait du lundi au vendredi. Donc demain étant vendredi, ce sera la dernière séance de la semaine. Mais on aura 5 séances la semaine prochaine. Ensuite, et on sera tous les jours, en fait, on sera à 18 h, du lundi au vendredi. Quelle est la différence entre un brillant et un diamant? C'est la même chose, hein, un brillant, c'est pas la même chose. C'est une forme de taille, le brillant, ok? Oui, souvent c'est un terme qui est utilisé comme ça parce que c'est la forme de taille brillant, mais bon, ça veut dire diamant en réalité. Y a-t-il différentes inclusions dans le diamant? Alors oui, il y a différentes inclusions. On a même trouvé des pierres dans des diamants, on a trouvé des grenats en inclusion dans les diamants. Donc il y a plusieurs inclusions dans les diamants. Tac. Rondiste égale feuilletis, tout à fait. Le rondiste et le feuilletis, c'est la même chose. C'est la partie qui sépare la couronne et la culasse de la pierre. Un avis sur l'efficacité du processus de Kimberley à l'heure actuelle. Ça, pareil, on va faire un sujet là-dessus quand on parlera des diamants de synthèse, etc. On parlera aussi du process de Kimberley. Oui, parce que ça a été souvent une question, tout à fait. C'est pour ça qu'on va faire un sujet vraiment dessus. Tac. Les diamants 2A, position chimique spécifique. Quand? Pour les diamants 2A, double A. Oui. Mais non, mais ça, ça aussi, on va voir ça demain. Parce qu'en réalité, c'est une forme de couleur. Si vous voulez, qui n'a pas été faite par le GIA. Le GIA est fait D, E, F, 1, et il y a triple A, 2A, etc., etc. Qui a été fait, je crois, c'est peut-être le HRD, ou je sais pas, enfin, je vous dirai ça demain.
Alors, est-ce que les diamants seront épuisés un jour? Bah, je pense qu'on sera épuisé avant les diamants. Hein. Je pense pas. Quelle est votre pierre préférée? Ça, on te l'a déjà posé plusieurs fois. J'en ai pas. Voilà, y a pas de pierre J'aime préférée. toutes les pierres, moi. Quand je vois une pierre, soit elle me plaît, soit elle me plaît pas. Voilà, et je vais pas vous mentir, cette pierre préférée, généralement, c'est pas forcément celles qui coûtent les plus cher et qui sont les plus jolies pour tout le monde. Voilà, il aime beaucoup le zircon. Voilà, on parlait du zircon tout à l'heure, qui est une vraie pierre. Il adore ça. Voilà, le zircon, il aime beaucoup. Après, il aime beaucoup de pierres, mais pourquoi le prix augmente une fois le diamant taillé par rapport au brut? Ben, c'est pas sûr, hein. Parce que de temps en temps, vous achetez un brut très cher et puis vous le taillez, vous sortez quelque chose de dégueulasse. Donc ça peut coûter moins cher que le brut qu'on a acheté. Généralement, on taille une pierre pour la mettre en valeur. Si la pierre est belle et si on ne s'est pas planté sur l'achat du brut et qu'on a un lapidaire qui s'est bien taillé, eh bien ça va mettre la pierre en valeur, donc ça va permettre de la vendre beaucoup plus cher. Mais il n'y a pas d'évidence là-dedans parce qu'acheter un brut, on en parlera dans les diamants de couleur. Par exemple, les diamants verts qui sont extrêmement rares. J'ai rencontré des gens en Indonésie qui sont spécialisés dans ces diamants. Vous pouvez le voir dans le film Les diamants de couleur de Bornéo. Il a perdu une grosse partie de son argent parce qu'il a acheté un diamant vert brut et en fin de compte il n'y avait qu'une peau dessus, verte, et quand il l'a taillé à l'intérieur il était jaunasse et ça valait rien. Dernière question, et après on reviendra demain. Du coup, pourrais-je me transformer en diamant? Alors, tout à fait. Ils ont inventé une technique maintenant. On peut se transformer avec nos cheveux aussi. On peut faire du diamant avec nos cheveux. Et j'ai vu une émission la dernière fois. Il disait qu'avec les cendres de votre grand-mère. Aux États-Unis, ça fait longtemps. Ouais. C'est-à-dire que vous passez quelqu'un. Bon, alors c'est une réponse très gaie pour la truc. Mais on va vous faire passez au crématorium, vous récupérez un petit pot de carbone, hein, c'est du carbone, et il y a une société américaine qui vous permet de transformer votre grand-mère, votre époux, votre femme, votre machin qui est décédé en un superbe bijou qui est un diamant synthétique. Voilà. Donc apporté. on va faire une autre c'est question. un peu. On va faire une autre question, on va terminer là-dessus quand même. On va faire un cours sur l'opale et sur l'émeraude, bien sûr. Pourquoi la taille se fait principalement en Inde? C'est la dernière question. Je fais pas. C'est une question économique. Hein. C'est-à-dire qu'en Inde, la main-d'œuvre coûte moins cher. Et maintenant, ça fait un certain nombre d'années que, notamment Mumbai est devenue une plaque tournante du diamant. Où vous avez d'énormes usines qui travaillent sur ces pierres et qui les taillent. Donc c'est surtout un coût, le coût du travail. Maintenant, les très belles pierres et grosses pierres, souvent, sont encore taillées à Anvers. Et il y a une partie aussi qui sont taillées à Tel Aviv. Voilà. Et ben voilà, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18 h pour la troisième partie de notre formation sur le diamant. Vous pouvez retrouver bien évidemment ce direct en replay sur nos stories respectives et sur YouTube. Je vous mettrai le lien en story. Et voilà, écoutez, on se retrouve demain pour la suite de notre formation sur le diamant. Prenez soin de vous, restez chez vous et à demain. À demain. Bon, voilà.